Le sujet du jour, c'est donc Oksai, le vieux fou de peinture. Oksai, c'est un des noms qu'il a porté au cours de sa vie, puisqu'il en a eu 208 en tout, et nous n'en avons retenu, nous, en Europe, qu'un certain nombre, dont le plus célèbre, effectivement, qui est celui d'Oksai. Vous avez ici une image qui n'est pas une œuvre d'Oksai, mais qui est très probablement un portrait réalisé par un des membres de son atelier. On n'a pas d'image sûre, en fait, de notre vieux fou de peinture. La, carrière d'Oksai est une carrière qui reste un petit peu, mystérieuse sur ses débuts, mais nous avons effectivement quelques citations qu'il a laissées, dont celle-ci: «À l'âge de 86 ans, j'aurais fait encore plus de progrès et à 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, j'aurais décidément atteint un niveau merveilleux et à 110 ans, chaque point, chaque ligne que je tracerai vibrera de vie». Ce que vous avez ici, c'est juste la preuve finalement que ce grand artiste était aussi un éternel insatisfait qui, malgré tout son talent, a toujours été dans la recherche de de la quête de quelque chose de plus parfait encore, un éternel insatisfait qui cherchait véritablement à rendre à travers son pinceau la substantifique moelle du monde qui l'entourait. Et c'est aussi ce qui fait son talent, c'est d'être toujours capable de se dépasser, de se surpasser, d'aller chercher quelque chose de supplémentaire. Sa carrière, elle commence donc en 1779 avec une période qu'on appelle la période Shunrō, où il prend ce nom parce qu'il est très proche, ce nom, du nom de son maître d'atelier qui est Shunshō. Nous savons donc très peu de choses sur les origines d'Oksai et sur la façon même dont il a commencé sa carrière. On estime qu'il était le fils d'un miroitier de la cour impériale, qu'il était donc destiné à avoir lui aussi une carrière artisanale, mais que visiblement cette carrière de miroitier ne l'intéressait pas et qu'il a donc décidé de se consacrer à la peinture et au dessin. Il devait avoir effectivement un certain coup de crayon d'ores et déjà, et c'est ce qui a incité son père à le placer donc en apprentissage chez Shunshō. À l'époque, les artistes qui font ces estampes sont des artistes qui travaillent notamment pour les acteurs du théâtre du kabuki. Au Japon, il y a deux types de théâtre. Il y a le théâtre de kabuki, qui est le théâtre populaire, et le théâtre du No. Et donc, ce sont les acteurs du théâtre du kabuki qui sont de véritables stars de leur époque, qui vont mandater, missionner les ateliers pour pouvoir avoir des images d'eux qu'ils distribuent à l'entrée des théâtres et sur lesquelles ils vont pouvoir poser leurs autographes. Ce sont des œuvres qui ne coûtent pas très cher à l'achat et qui sont produites en très grande série. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement fondamental dans la peinture d'Oksai, c'est de comprendre que la plupart de ces œuvres sont des multiples qui existent en 50, 100 exemplaires différents. Ça n'enlève rien à leur valeur, mais c'est véritablement la spécificité de son travail. Et vous avez donc ici deux de ces images qui représentent deux acteurs dans des rôles extrêmement différents. Ici, vous avez dans le rôle d'un samouraï, qui était une des grandes thématiques du théâtre de Kabuki. Et en face, vous avez Iwai Anshiro, qui était extrêmement célèbre pour ses rôles féminins, puisque bien entendu, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur les planches à l'époque. Et il y avait donc des acteurs qui s'étaient fait une spécialité de ces représentations. Cette image, elle est intéressante aussi parce qu'elle nous montre à quel point notre artiste est en train ici de se fondre un petit peu dans les pas de son maître avec, vous voyez, un visage qui est assez massif, assez carré au niveau du menton et au cours du temps, les visages féminins chez Hokusai vont avoir tendance à s'affiner, à prendre un peu une forme en amande. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir évoluer tout au long de sa carrière. Ici, vous avez deux peintures de paysage, qui est aussi bien sûr un des grands sujets de l'estampe japonaise, et qui vous montre à quel point finalement Okusai va être une artiste révolutionnaire dans le monde de ce qu'on appelle les estampes du monde flottant, les ukiyo-e. Normalement, dans les ukiyo-e, traditionnellement, vous n'avez pas véritablement de point d'accroche. On ne sait pas où est le sud, le nord, le dessus, le dessous. On flotte, justement. Et Oksai, ce qu'il va introduire, lui, c'est la perspective. C'est la notion de profondeur, quelque chose qu'on connaît bien, effectivement, dans l'art européen, mais totalement absent de l'art asiatique.
Comment est-ce qu'il en est venu à ça? On ne sait pas véritablement, puisqu'à l'époque, le Japon est complètement fermé sur lui-même, donc il ne peut pas y avoir véritablement d'échanges culturels intenses. On suppose qu'il a dû voir des gravures représentant un certain nombre de tableaux occidentaux, mais on n'en a aucune certitude. Et vous le voyez ici très bien sur cette image, où là, au premier plan, on a les bateaux qui sont d'une certaine taille, les personnes aussi qui sont d'une certaine taille, et puis quand on avance dans l'image, vous voyez les bateaux qui sont en train de diminuer, qui deviennent de plus en plus petits et c'est ce qui nous donne vraiment cette idée d'une ligne qui nous permet de rentrer à l'intérieur de la composition. Et encore une fois, c'était totalement nouveau, dans l'art japonais et pendant longtemps d'ailleurs, il n'y va avoir Kokusai qui va le faire. Vous avez une autre caractéristique sur ces 2 images, c'est que c'est la même en fait, c'est le même dessin initial, donc le dessin qui a été réalisé par Hokusai, qui est ensuite confié à un graveur sur bois qui va réaliser les plaques d'impression et puis en dernier, vous avez l'imprimeur qui lui va poser les couleurs et qui va donc ensuite faire l'impression en posant en fait la feuille de papier sur la plaque de bois. Il y a autant de plaques de bois que de couleurs différentes. C'est un travail extrêmement minutieux dans lequel tous les acteurs vont avoir un rôle absolument déterminant et capital. Mais avec la même image, on peut obtenir des choses extrêmement différentes grâce justement aux encres. Là, vous avez un tirage qui est plutôt de faible qualité. Et là, vous avez un tirage qui est plutôt un tirage de luxe avec l'utilisation du bleu de Prusse, qui était un bleu extrêmement prisé à l'époque, extrêmement cher aussi, et qui vient renforcer justement l'effet de perspective et de profondeur dont je vous parlais. Ici, on est plutôt sur des jaunes, des verts, des rouges. On peut prendre par exemple ce personnage ici qui est donc en vert, rouge, là, et qui là est tout en bleu. C'est le même, on retrouve son visage, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Simplement, effectivement, le jeu des couleurs crée une grande différence entre les 2. Et puis, il y a aussi, bien sûr, quand même quelques petites différences, même si je ne suis pas sûre qu'on en trouve 7. Vous avez ici notamment la représentation d'un feu d'artifice qui est plus abstraite, tandis qu'ici, vous avez véritablement les gerbes de couleurs qui se positionnent à la surface du tableau. De la même façon, ici, vous avez la lune que vous ne retrouvez pas là. Ce sont des détails, mais qui ne sont pas anodin du tout, hein, puisque même si effectivement Oksai n'est pas l'auteur de l'impression, il va contrôler le processus et donc il peut donner au fur et à mesure son avis, son opinion sur le résultat.